Oui, donc, bonjour à tout le monde. Déjà, bravo à vous qui avez fait la démarche de venir ce matin à 9h30, un troisième jour du Salon e-commerce Paris. Écoutez, en tout cas, on va pas vous décevoir, parce que je pense que le programme est intéressant. On est là pour parler de logistique cross-border en Europe. Voilà. Je suis donc Stéphane Tomzak. Après avoir eu un passé de e-commerçant dans la logistique cross-border, aujourd'hui je m'occupe des activités logistiques pour la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, et pour e-commerce Europe, qui est un réseau de 16 associations européennes de e-commerce, dont la FEVAD est membre fondateur. Voilà. J'ai à mes côtés, on va commencer par le bout du panel, Raphaël Lessu, donc directeur supply chain de Mister Auto, donc voilà, pièces détachées automobiles sur Internet. À sa droite, Alexandre Baron, voilà, donc directeur de la logistique de Brandalais, donc voilà, dans le textile, voilà, principalement. À sa droite encore, donc Olivier Bernasson, donc président et fondateur de pêcheur.com, qui, comme son nom l'indique, vend des appareils photo, c'est ça? Non. Non, donc des articles de pêche et d'outdoor. Et à ma gauche, donc Sophie Ansoli, qui est donc directrice du cross-border trade chez PayPal, filiale de eBay. Et c'est vrai que ça peut surprendre quelques-uns que PayPal soit dans le panel, mais PayPal est de plus en plus investi dans les sujets logistiques, voilà, cross-border. Elle nous dira ça plus tard. Voilà. Je vais planter le décor en quelques chiffres. Le e-commerce en Europe, c'est 360 milliards d'euros. Je pense que c'est toujours intéressant de rappeler que c'est la première place e-commerce mondial, puisque c'est 50 milliards de plus que le e-commerce américain, c'est 100 milliards de plus que le e-commerce chinois, qui sont respectivement deuxième et troisième. C'est en termes logistiques 3,7 milliards de colis en 2013. C'est environ 6% de plus qu'en 2012. Voilà. Dans cet ensemble-là, si aujourd'hui, je dirais plus d'un internaute sur deux en Europe est consommateur en e-commerce, c'est seulement 1 sur 7 qui fait ses achats sur un site cross-border. Donc il y a encore aujourd'hui une vraie marge de progression dans le cross-border. Et notamment aujourd'hui, on sait que l'aspect livraison, c'est encore un aspect qui fait peur aux consommateurs, puisque les études montrent que 70% des abandons de panier sont dus notamment à l'aspect livraison, que ce soit à cause des frais de port, parce que aujourd'hui le coût de transport cross-border est en moyenne 3 à 5 fois supérieur au coût de transport domestique, ou juste la qualité de service. Voilà. À ce sujet, à la FEVAD et e-commerce Europe, on a initié des actions, je dirais, énergiques pour chercher à faciliter les e-commerçants dans leur démarche logistique, soit en France ou en Europe. À la FEVAD, dans les tout prochains mois, on va publier un baromètre de la qualité de service de livraison, voilà, qui est une démarche innovante, qui se veut transparente, indépendante et qui doit permettre, je dirais, de mieux évaluer la qualité de service de la livraison. Et cette démarche va être à vocation à être européenne et donc au niveau de e-commerce Europe, voilà, dont l'objectif est de faciliter le cross-border parmi les marchands. On a initié un projet qu'on appelle le One Stop Shop, qui est une plateforme d'information, qui vise à donner aux marchands toutes les informations dont ils ont besoin pour aller faire du shipping international. C'est principalement 4 aspects. C'est premièrement quelles sont les réglementations des pays visés, quelles sont les règles en matière de réglementation en termes de droit de retour, de délai de rétractation, etc. Il y a un deuxième aspect qu'on veut couvrir qui est, je dirais, les informations,
les habitudes de consommation de livraison, quelles sont les parts de marché des différents modes de livraison, sur le relais, le click and collect, quelle est la part de marché du contre-remboursement dans tel et tel pays. Je pense que c'est des informations qu'un marchand doit connaître s'il veut être efficace dans son expansion internationale. Il y a un troisième niveau qu'on veut couvrir, qui est le fait de lister l'intégralité des opérateurs de livraison en Europe. Voilà. On sait qu'il y en a à peu près un demi-millier qui sont actifs sur ce secteur, et donc aujourd'hui on manque de transparence, le marchand qui veut s'exporter manque de transparence à ce domaine. Et un dernier niveau qui consisterait à faciliter la mise en relation entre les marchands et les prestataires. Voilà. Donc voilà les projets sur lesquels on travaille en ce moment à la FEVAD et e-commerce Europe. Donc c'était pour une introduction. Je souhaitais vous informer que si vous avez des questions à poser, notamment à notre panel prestigieux de marchands, vous aurez l'occasion de le faire en fin de conférence, de plénière, ou si vous voulez, vous pouvez utiliser notre plateforme Livey avec le numéro qui doit s'afficher, c'est ça? Alors, exactement, c'est soit le numéro de téléphone que vous voyez sur 2 lignes là, soit c'est avec le hashtag Twitter. Voilà. Et donc, ce sont des questions qui vont s'afficher sur ma petite tablette et que je vais pouvoir relayer soit en cours d'intervention, soit à la fin de la séance. Voilà. Donc, je vais laisser la parole maintenant à mes intervenants. Donc, je vous ai dit ce sur quoi notamment on travaillait à la FEVAD et e-commerce Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour. Alors, nous, on a interrogé de nombreux marchands aussi. On a plusieurs millions de marchands qui acceptent PayPal partout dans le monde. Rien que sur la plateforme eBay, il y a 95% des marchands professionnels qui vendent à l'étranger. Et ce qu'on a constaté, c'est que ce que vous avez mentionné, ce que tu as mentionné, Stéphane, ça correspond vraiment aux attentes des e-commerçants qui viennent nous voir en nous disant comment je fais pour m'internationaliser, quel prestataire aller voir. Donc je pense que ça répond en partie aux attentes. Après, il y a d'autres choses, notamment comment je connais intimement le marché, comment connaître les dates en termes de marketing pour planifier ses campagnes marketing et donc avoir à approvisionner son stock en conséquence à côté. Mais je pense que c'est assez complémentaire de choses qu'on pourrait proposer aussi. Quand nous, on a décidé de partir à l'international, on avait une chance, c'est que pour trouver les informations, on avait un réseau de marchands autour de nous qu'on a rencontrés par le biais de la FEVAD notamment, qui nous ont donné des pistes, qui nous ont permis de faire des premières sélections sur des expériences, des retours d'expérience. Et puis on fait partie d'un groupe qui déjà est présent à l'international et qui là aussi a pu nous faire des retours. Mais ça n'empêche pas que ça a été compliqué et que les ressources qui vont être disponibles dans le cadre qui vient d'être annoncé, c'est une mine d'or et que ça fait gagner énormément ça va faire gagner énormément de temps, ça va éviter beaucoup d'erreurs. Et ça va faciliter grandement l'accès à l'international parce qu'effectivement, il y a un nombre de problématiques incalculables. C'est exactement le même commentaire. Ça va faire gagner énormément de temps, en particulier aux sites qui veulent se lancer sur des nouveaux pays. Pour les sites qui sont déjà présents, moi je vois peut-être des intérêts au niveau de la mutualisation, par exemple du transport. Ce serait bien idéalement d'avoir, je sais pas, peut-être une cartographie des lieux de départ, des entrepôts. Si je m'aperçois que je suis à côté de Saranza, par exemple, qui fait un confrère, et on va tous les deux en Espagne, peut-être qu'on pourra y aller ensemble, ce genre de choses. Donc je pense que c'est une excellente initiative. Derrière, tu me l'avais présenté un petit peu comme un Wikipédia du développement international. J'aime bien ça, parce qu'on peut imaginer même, pourquoi pas, un espace avec des échanges d'expériences un peu en live, et je pense que tout ça est une très bonne initiative, vraiment. Je rejoins ce que tu dis. Effectivement, si en plus de cet aspect informatif, on pouvait y mettre un aspect un petit peu communautaire, entre guillemets, ça serait effectivement l'idéal. C'est une initiative qui est super intéressante aussi, parce que ça permet de regrouper au sein d'un même endroit, d'une même plateforme, des informations utiles et fiables. Parce qu'effectivement,
Des chiffres, on peut en trouver partout, notamment sur Internet. Par contre, là où pour que ce genre de plateforme fonctionne aussi, là où les informations doivent être mises à jour régulièrement, parce qu'on est quand même dans un environnement mouvant, que ce soit au niveau réglementaire ou au niveau même prestataire, et qu'effectivement, la fraîcheur de l'information, je pense, devrait être clé dans le développement de ce genre d'outils. Voilà. Ouais, ça rejoint complètement l'optique dans laquelle on se place, donc on se rejoint bien là-dessus. Ouais. Alors, vous qui avez déjà une expérience significative tous dans le cross-border, vous vous y êtes pris comment? À l'époque où il n'y avait pas encore ces outils en place. Qui commence? Alors, comme je le disais juste avant, nous, on a essayé de rencontrer des gens qui l'avaient fait avant nous et d'essayer d'attraper des retours d'expérience, de savoir un petit peu quelles erreurs avaient été faites. Et puis après, donc c'est à force du réseau surtout. Oui, principalement. Donc en fait, c'est d'essayer de remplacer l'outil par du réseau. Mais pour ça, il faut avoir la possibilité de rencontrer des confrères, des grands confrères, parce qu'en règle générale, c'est plutôt les gros qui sont partis les premiers, et de voir quels écueils ils avaient rencontrés, et puis d'essayer de les remettre à notre échelle, de voir comment ça se passait. Et puis on a établi une roadmap qu'on suit toujours aujourd'hui en 9 étapes. Et puis on passe les étapes les unes après les autres. La première étape étant de savoir livrer et reprendre dans les pays. Mais c'est intéressant, tu m'expliquais en préparant cette plénière que tu avais une méthodologie assez claire et cadrée sur comment tu t'y prenais pour aller sur les autres marchés. Tu peux nous en dire un mot? Alors, nous, on a décidé d'ouvrir beaucoup de pays en une seule fois, en travaillant uniquement depuis la France. Donc un modèle qui, au départ, était celui d'Azos, même si on a découvert que par la suite que ça validait un petit peu les hypothèses qu'on avait faites, puisqu'il y en avait d'autres qui le faisaient et que ça marchait plutôt pas mal. Donc on a le préalable étant de savoir livrer. En fait, on a commencé à travailler avec notre site en français en ouvrant une quarantaine de pays qu'on était capable de livrer, et puis il y avait quelques commandes qui arrivaient tous les jours, et puis on a d'autres étapes qui est de mettre des moyens de paiement domestiques et utilisés par les internautes. On s'est notamment servi beaucoup de PayPal dans les premiers temps, parce que c'est quelque chose qui est présent partout à l'international et qui est familier pour une grande partie des consommateurs. Et puis les étapes d'après, c'est bien évidemment d'installer les versions de langue, de domicilier la TVA, le juridique, etc., et de passer les étapes avec une mutualisation des services dans un premier temps. Et puis chaque pays qui monte en puissance passe des stades. Voilà. Donc aujourd'hui, après 18 mois de présence à l'international, on a pas loin de 20% de notre chiffre d'affaires qui a basculé sur l'inter. 20% en 18 mois. Ouais, 20% en 18 mois. Alors on parle pas de centaines de millions, on parle de quelques millions qui se font à l'international, mais parce qu'on est un site qui fait un peu moins d'une vingtaine de millions d'euros au global. Mais c'est 20% que tu n'aurais pas fait si tu étais resté en France. Alors, et donc c'est de l'incrémental et ça commençait par la livraison. Non seulement ça, mais en plus on s'aperçoit aujourd'hui que la croissance pour nous en France a ralenti assez fortement, parce qu'on a la chance ou le malheur d'avoir une énorme part de marché, et qu'on a une grosse part des commandes qui se font sur Internet en France qui se font chez nous, et que du coup pour aller chercher les consommateurs qui manquent, c'est plus compliqué. Alors qu'en Europe on a encore une croissance à 3 chiffres très très forte. D'accord. Voilà. Et là, chez Brandalais et chez Mister Auto, vous y êtes pris comment? Nous, chez Mister Auto, on s'est posé un petit peu moins de questions, dans le sens où on a la chance, nous, avec nos produits, bien que j'allais dire une plaquette de frein d'une Ford Focus, c'est la même en France qu'en Allemagne, qu'en Belgique ou qu'en Espagne. Donc on est parti de ce principe-là en se disant, ok, on a un marché français qui est là, et à nos portes, on a les marchés européens. Qu'est-ce que ça nous coûte aujourd'hui d'essayer de mettre sur le marché nos produits, à partir du moment où de toute façon
voilà, ça ne nous fait pas augmenter nos gammes et nos référencements de produits. À partir du moment, nous aussi, on a une logistique intégrée, donc on a déjà un outil quelque part en amont de préparation de commande. Donc, j'ai préparé un colis pour l'Allemagne ou préparer un colis pour la France, c'est la même chose. On a une base documentaire qui est déjà et technique qui est déjà en place. Voilà, il nous reste à faire quoi? Traduire nos pages internet de front. Donc ça, j'allais dire, c'est un investissement qui reste raisonnable. Donc, j'allais dire, ça nous coûterait plus cher, ça nous aurait coûté plus cher à un moment donné de se dire on va faire des études de marché, que d'essayer. Donc on a essayé. La grosse décision qui a été à prendre à un moment donné, c'est est-ce qu'on va à l'international? Point. À partir du moment où on a décidé ça, on a déployé, on a déroulé. Maintenant, on est dans 22 pays. Donc, chez vous, c'était vraiment le pragmatisme avant tout. Il ne faut pas se poser trop de questions, on essaye et on voit ce qui se passe. Voilà. Et je pense d'ailleurs que si on avait suivi une méthodologie un petit peu rationnelle, on en serait venu à des conclusions d'analyse de risque qui nous auraient peut-être mis le doute, etc. Alors que bon, j'allais dire, voilà, si on voulait faire de la croissance rapide, on avait un marché européen qui était tout ouvert. Pas forcément de concurrence en pure player sur ces marchés-là. Donc des grosses opportunités. Voilà. On avait l'outil, on avait les références, on avait nos sources d'appro. Donc on y allait. Oui, preuve en est que ça a fonctionné. Et toi, Alexandre? Alors chez nous, il y a eu un premier développement sur l'Angleterre, où là on a clairement investi avec au départ une logistique depuis la France, un transport donc en injection directe. C'est quelque chose qu'à l'époque n'était encore pas très, très développé. Donc j'avais organisé moi-même une traction depuis l'entrepôt français vers le hub de Hatfield de Yodel. On avait développé nous-mêmes les tickets de transport Yodel et donc on faisait de la distribution finalement locale. Et c'est comme ça, c'est quand même le moins cher. Mais on avait vraiment investi en particulier en marketing pour se faire connaître sur le pays, avec des équipes marketing sur place, localisées. Sur les autres pays, puisqu'on est présent en Italie et maintenant aussi Espagne, Allemagne, là, c'est un petit peu différent. L'Italie en particulier, je vous avais en bâton, il m'a dit bah, écoute, ouvre l'Italie, génial, je te donne 0 € comme budget. Alors, bonne chance. Bon, au moins c'est facile pour le convertir en toutes les devises. Et donc on y est allé. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'ai appelé par exemple, Stéphane, tu me conseilles qui en Italie comme transporteur? J'ai appelé d'autres confrères, le réseau. Je suis allé chez Ubi France aussi, qui a été d'une grande aide. Ils m'ont donné pas mal de conseils gratuitement. Dès que c'était payant, je t'appelais. Mais bon, petit à petit, on a réussi à j'ai réussi à mettre bout à bout toutes les pièces du puzzle. Et puis on s'est lancé. Alors il y a l'histoire de la traduction aussi. C'est pas de la logistique. Finalement, la logistique. Je ne parle pas du transport, mais la logistique même. Effectivement, ça ne change rien. Préparer pour l'Italie, c'est comme la France. Et même au contraire. On demande à notre logisticien, on ne lui donne même pas l'information. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence nationale chez nous. On prépare les colis italiens, c'est le premier qui achète qui est servi sur un même stock. Donc il n'y a pas vraiment de changement logistique. Le transport, quand on commence, on peut très bien passer par des gens comme Chronopost, comme DHL Global Mail, comme IMX qui vont agréger du flux, ce qui fait qu'on aura des tarifs un peu préférentiels. Mais c'est vrai que dès qu'on a un volume suffisant, je dirais de l'ordre d'une dizaine de palettes par jour. Peut-être c'est mieux d'organiser soi-même le flux et de faire de l'injection. Je vous parle des pays limitrophes. Voilà grosso modo donc des différents types d'approches. Pour terminer sur l'Italie, sur les pays à zéro budget, c'est quand même pas facile. On peut mettre en place tout ce qu'il faut, on peut y arriver au niveau de l'organisation, mais après il faut se reconnaître quand même. Et 0 € pour faire connaître Brandele en Italie, c'est pas suffisant. Voilà. Il te faut combien là? J'ai peut-être mon portefeuille. Il a quête à la fin de la sortie, partez pas trop vite. Bon. Alors, de notre côté, je pourrais parler pour PayPal ou eBay en tant que prestataire de services, mais c'est vrai qu'on est quand même présent dans 203 pays dans le monde. Donc, il y a des pays dans lesquels on est présent en langue anglaise avec la possibilité d'envoyer des paiements. D'autres pays dans lesquels on est plus localisé, c'est-à-dire qu'on va avoir... le site en langue locale, le service support en langue locale. Et puis d'autres pays, on est encore plus localisé parce qu'on va accepter des moyens de paiement plus locaux et les devises locales. Mais bon, ce n'est pas le sujet du service. Le sujet, c'est plus la logistique. Donc, je vais plutôt parler pour les marchands avec lesquels on travaille. Donc, on voit différents types d'approches qui ont pu un peu être résumées ici. Donc, des gens qui vont tester les marchés
déjà traduire le site en langue anglaise et tester le marché en arrosant les différents pays. Alors, en général, en commençant d'abord par l'Union européenne avant d'aller vers le grand export. Enfin, je schématise un petit peu, c'est pas toujours comme ça, mais voilà. Et puis, il y a d'autres e-commerçants qui vont vraiment y aller étape par étape, pays par pays, en ayant une expérience entièrement localisée dans chacun des pays et vraiment étape par étape. Enfin, nous, ce qu'on constate en termes de chiffres, c'est que la croissance des e-commerçants français là, sur l'international, c'est 33% de plus au premier semestre 2014 par rapport au premier semestre 2013. Là, je parle des chiffres de PayPal, qui en soi sont un petit peu un index aussi. Et c'est bien inférieur à la croissance par exemple, des e-commerçants espagnols. On est à 60% là, de croissance par rapport à 2014 par rapport à 2013. Alors, pourquoi j'ai quelques idées, mais c'est assez frappant. Cette croissance, en général, elle est vraiment tirée quand même par l'Europe. En fait, on a, pour les e-commerçants français, il y a 50% de croissance qui provient de l'Allemagne, donc de consommateurs allemands qui achètent en France, et 40% de consommateurs anglais qui achètent en France. Donc c'est vraiment tiré par l'Europe, en fait. Bon, le grand export, il y a des taux de croissance qui sont parfois à 3 chiffres, vers le Brésil, vers le Moyen-Orient, mais avec des volumes qui sont inférieurs. Et je crois que tu me disais que les marchands qui s'exportaient le plus, c'était plutôt les gros marchands, c'est ça? Oui, en effet, oui. D'accord, donc il y avait une corrélation entre la taille du marchand sur son marché domestique et la part de son business à l'international. En effet, la croissance des grands marchands à l'international et encore une fois sur l'Europe est vraiment phénoménale. Je pense encore une fois à l'Espagne et l'Italie, c'est vraiment très élevé. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une question de proposition de valeur par rapport aux consommateurs. C'est qu'un grand marchand va souvent être capable d'offrir notamment des frais de livraison ou des frais de retour qui vont être raisonnables et en tout cas pas être un frein pour les consommateurs, là où une petite et moyenne entreprise aura un petit peu plus de mal à offrir des services vraiment compétitifs. Enfin, moi, j'ai voulu envoyer un bracelet qui provient d'un petit créateur français à une amie qui vit en Italie. Le bracelet coûtait 60 €. Expédié en Italie, c'était 20 €. Alors que si je l'avais expédié en France, c'était gratuit. C'est sûr, c'est un frein. Donc, j'avais parlé après avec le créateur en question qui m'a dit « Mais je sais, j'ai beaucoup de gens qui finissent par ne pas acheter quand ils voient les frais de livraison, enfin sur la page des frais de livraison. » Donc, c'est un frein pour les e-commerçants, en tout cas, petits e-commerçants. D'accord. Bon, je vois qu'il y a pas mal de commentaires sur Twitter. En tout cas, c'est plutôt des commentaires. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas aussi par ce biais-là ou via le SMS. Très bien. Comment vous vous y prenez en fait pour vous internationaliser? C'est quoi votre modèle? C'est plutôt entrepôt unique, entrepôt déporté? Est-ce que c'est plutôt est-ce que vous êtes justement, comme tu le disais, Alexandre, plutôt prestataire français qui fait tout, un peu couteau suisse, ou est-ce que c'est des acteurs en local? Je pense que c'est chacun un modèle à défendre. Donc. Alors, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est entrepôt unique. Hein. On expédie tout depuis la plateforme française en Auvergne. On ne s'interdit pas un jour sur certains pays de devoir avoir une base dans le pays même, mais aujourd'hui le projet est écrit avec un modèle, avec un entrepôt unique. Et avec un investissement fort sur le montant qu'on facture aux consommateurs. C'est-à-dire qu'on s'oblige à être au moins aussi compétitif que le meilleur marchand du pays en termes de frais de port. C'est-à-dire que si en Italie, il y a un concurrent qui est à 6 € de frais de port, on sera au maximum à 6 €. Et en fait, le modèle de départ, le temps d'optimiser, etc., c'est de considérer que tous ces colis sont des colis
sur lequel effectivement on va perdre un petit peu, voire beaucoup en port, mais qu'ils vont nous étaler nos charges fixes de la structure, comme on le disait tout à l'heure, puisque en fait ils vont s'intégrer dans notre chaîne de préparation, dans la gestion de nos mètres carrés sur lequel pour l'instant ils fonctionnent pas à 100%. Donc c'est des colis qui viennent amortir nos charges fixes, et donc en fait les efforts qu'on fait sur le prix du port, par exemple, qu'on répercute, c'est du marketing, et ça nous permet de gagner l'argent ailleurs. Voilà. D'accord, donc en fait, toi ce que tu nous dis, c'est qu'il ne faut pas juste voir le coût, par exemple, marginal, hein, donc en Italie ou en Allemagne, peu importe. Il faut juste regarder l'ensemble, et on voit bien que finalement ça te fait baisser tes coûts dans notre modèle, français et globaux. Voilà, c'est-à-dire que le principe, c'est que bien évidemment, si on est obligé de recruter 50 personnes de plus pour arriver à traiter le volume, il va falloir intégrer ces charges-là, et qu'à un moment, elles vont devoir monter. Il faudra qu'on revoie notre modèle. Mais d'ici là, ce modèle s'optimise au fur et à mesure des mois qui passent. Nos frais d'acquisition, nos coûts d'acquisition sont en train de baisser de mois en mois, puisqu'on travaille de mieux en mieux, nos prix sont de plus en plus placés, etc. Donc au fur et à mesure qu'on développe le pays, la rentabilité s'améliore, comme on a travaillé en France au début des années 2000. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'était pas rentable, et puis petit à petit, tout s'optimise. Voilà. Mais nous, le modèle est vraiment que ça soit mutualisé dans nos flux et dans le travail des équipes. Donc c'est vraiment de l'incrémentiel. Chez nous, pareil, hein, donc un entrepôt central, encore une fois, c'est propre aussi à nos produits. Nous, le colis fait 1 kg en moyenne. C'est quand même plus simple. Si c'était du meuble et qu'on voulait vendre en Russie, peut-être que ce serait différent comme approche. Là, c'est plus simple. Donc, comme je l'ai dit, en injection directe, avec une traction vers les pays de destination, avec un petit bémol quand même, encore une fois, sur l'Angleterre. L'Angleterre, de toute façon, c'est à part, hein, tout le monde le sait. C'est un pays très très mûr au niveau Internet, avec des clients qui sont ultra exigeants sur les délais. Donc nous, on a un modèle qui est moitié sur stock, moitié en vente privée, avec des délais de 3 semaines. C'est difficile de faire entrer dans les mœurs anglaises 3 semaines de délai. Et puis aussi, on s'est aperçu sur la mode anglaise que sur les 10 plus grandes marques de mode anglaise, il y en a 8 qui sont parfaitement inconnues en France et qui sont sourcées en Angleterre. Donc quand tu as un entrepôt en France, tu demandes à tes fournisseurs anglais de venir livrer en France pour relivrer derrière en Angleterre, ça ne facilite pas l'approche, vraiment. Et bon, il faut quand même attendre d'avoir une taille critique, mais on a été contraint, après 3 ans, d'ouvrir un entrepôt en Angleterre. Et là, malheureusement, tu multiplies tes fixes. Bon. Mais il y avait le double objectif de sourcing, de se rapprocher des fournisseurs, de proximité, et puis aussi de pouvoir faire de la livraison en J, par exemple. Le client anglais, c'est un prestataire, j'ai lancé deux appels d'offres en Angleterre qui m'a dit ça. Les prestataires les appellent les Wimbo. Les Wimbo, c'est donc grosso modo, c'est il clique, il achète, il compose le numéro du service client et fait « Where is my bloody order ?» C'est Wimbo, W-I-M-B-O. Donc c'est ça, il faut vraiment, tu passes ta commande, Wimbo. Donc un délai de 3 semaines quand tu n'es pas sur place, difficile. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous on a aussi un modèle à la fois d'un entrepôt intégré, enfin d'une logistique intégrée. Donc on ne preste pas notre logistique. On a fait ce choix pour 2 raisons principales. La première, c'est on est quand même sur une multitude de produits avec des poids et des volumes assez hétéroclites. Donc c'est pas facile à gérer même pour un prestataire. Et on souhaitait maîtriser le process de préparation de commande pour pouvoir maîtriser la qualité évidemment de la logistique. Et puis aussi c'était la flexibilité. On est sur des taux de croissance à 2 chiffres importants. Donc quand il faut prendre des décisions sur investir dans des outils supplémentaires ou investir dans du personnel supplémentaire, etc., c'est un peu moins compliqué quand on est en interne et que la décision dépend que de nous à la limite, que d'aller renégocier des contrats avec des prestats. On est beaucoup moins réactif. Voilà. Ça c'était pour la partie intégrée. Pour la partie centralisée, je l'expliquais tout à l'heure, c'est les mêmes pièces nous qu'ils ont d'à peu près partout dans le monde. Donc on a effectivement choisi de centraliser notre entrepôt, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Au moins ça nous permet, en massifiant du volume, ça nous permet d'amortir nos coûts fixes et nos frais indirects sur l'entrepôt. Donc voilà, et en plus
Sur notre modèle, on a une partie des pièces qu'on gère sur stock et une partie des pièces, puisqu'on gère un catalogue de 400 000 références, une partie des pièces qu'on approvisionne en cross-dock à travers des partenaires, notamment nationaux. Démultiplier les points de stockage avec un référencement, avec 400 000 références dans le catalogue, c'est un petit peu compliqué à gérer, quoi. L'avoir tout sous la main et savoir que de toute façon le volume devient global, voilà, c'est un petit peu plus simple pour nous. Et ça, c'est pour la partie logistique. Pour la partie livraison, pour la partie livraison, pour la partie livraison, tu sources tes partenaires? On est sur le même modèle que Brandalais, c'est-à-dire que, alors on a toujours commencé en fait, qu'on a attaqué un pays par une solution simple, pas peu coûteuse mais simple, avec des intégrateurs. Ça paraît évident. On fait du porte-à-porte, c'est des gens qui ont des réseaux internationaux très éprouvés, voilà. C'est un peu coûteux, mais au moins ça permet tout de suite de pénétrer le pays de manière efficace. Puis effectivement, à partir du moment où vous commencez à avoir des volumes significatifs, ça vous faut prendre la main sur le schéma, et on fait la même chose, hein. On fait de l'injection sur des hubs dans des pays, et après surtout on s'appuie effectivement sur des prestataires de transport locaux, parce que c'est eux qui maîtrisent le plus les habitudes de livraison des clients, donc ils s'adaptent forcément par rapport à ça, ils maîtrisent plus le délai et la qualité, et en plus c'est un vrai outil, pour nous un vrai outil commercial et entre guillemets marketing, parce que le client italien ou le client espagnol, il aime bien être livré par des gens qu'il connaît et qu'il voit tous les jours. On travaille avec Correos en Espagne, voilà. C'est le postier, voilà, donc ça rassure le client, surtout quand c'est un client qui achète sur un site étranger. Donc un élément de réassurance. D'accord. Ah. Et ça, on a parlé de la livraison, mais et les retours, comment vous faites pour les retours? Alors, nous, on en a historiquement et structurellement très très peu, donc c'est pas un problème majeur, si ce n'est qu'on s'est assuré qu'on avait la solution technique pour le faire. Mais le coût n'est pas un frein parce qu'on considère que ça reste annexe. D'ailleurs, en France, on a mis en place, nous, du retour gratuit pour tous, quel que soit le poids du colis, etc., parce qu'on a des taux de retour faibles. Donc, on s'est juste assuré que techniquement, c'était possible et qu'on pouvait faire reprendre les colis aux consommateurs étrangers par la solution de transport qu'on avait choisi, les solutions de transport qu'on avait choisies pour ce pays. Donc voilà. C'est les mêmes prestataires qui font l'aller et le retour. Le retour, oui, tout à fait. Alors moi, je vais peut-être me fâcher avec les transporteurs s'il y en a à la salle, mais pour moi, aujourd'hui, il n'existe pas encore de solution adaptée de retour à l'international. Adaptée, pour moi, c'est économique. Et on n'a pas besoin de retour express. On a besoin de rembourser rapidement le client. Mais on peut très bien rembourser le client avant de recevoir le colis. Et ça, très souvent, les transporteurs nous font du retour express. C'est bien, on a le retour en 2 jours, ça coûte un bras. Moi, mon schéma idéal, c'est de faire de l'injection directe, mais à l'envers. C'est-à-dire que les clients retournent sur une plateforme, on prend l'Espagne en Espagne, on top le retour espagnol. Pourquoi pas, il y a une petite opération logistique, on contrôle le produit, et puis on massifie les retours. Et puis une fois qu'on a un complet, on fait un retour France. Donc je demande à mon client espagnol de retourner en Espagne. Déjà, ça le sécurise. Dès que son retour est topé en Espagne, il est remboursé. Je massifie et puis je paye une traction retour qui, ramenée au colis, coûte plus rien. Donc voilà, et aujourd'hui, je demande à tous les transporteurs de m'organiser ça. C'est pas facile, il n'y a pas vraiment de solution clé en main. Donc je l'ai fait moi-même en Angleterre, encore une fois, au début ça marchait très bien, c'est pas difficile, hein, il faut quelques centaines de mètres carrés, même pas. Et c'est sûr que le seul souci, c'est que ce produit qui est en attente de massification, vous le proposez plus à la vente sur votre site. Mais bon, on parle d'un faible pourcentage. Voilà, donc pour moi c'est encore pas super parce que c'est trop cher, le retour est trop cher. Donc nous, on a un schéma de retour centralisé sur nos locaux. Je partage tout à fait ce que tu dis sur le schéma des retours. Alors nous, c'est probablement moins un problème que chez Brandalais. On se rapproche plus, je pense, de pêcheur.com parce que notre taux de retour
au final, il reste quand même très raisonnable. Alors forcément, par contre, ça coûte effectivement très très cher. Parce que les solutions offertes de qualité et qui permettent effectivement de répondre à l'attente du client qui est d'être remboursé rapidement, c'est des solutions express. Nous, on a commencé à regarder des solutions en injection inversée, si je peux le qualifier comme ça. Et nous, on a une vraie problématique avec nos pièces, c'est que chaque pièce retournée est inspectée, voir s'il y a des traces de montage, etc., pour voir si on le réinjecte ou pas dans le réseau de vente. Alors ça fait quand même appel à des compétences un petit peu particulières et un peu à des spécialistes. Donc voilà, il faudrait qu'on ait aussi des gens, nous, dans les pays qui puissent à un moment donné avoir cette compétence-là pour valider ou pas que la pièce est réutilisable et puis déclencher le remboursement derrière. Alors de notre côté, on a constaté que le retour et la politique de retour est un des premiers freins à l'achat domestique, mais aussi, encore plus à l'international pour les consommateurs. On avait fait une étude avec Ipsos en juin 2013 qui montrait que c'était au-dessus de 40% en moyenne sur l'Europe continentale. Du coup, on a décidé de lancer un service de frais de retour remboursé pour les consommateurs qui activent ce service. C'est entièrement gratuit pour le consommateur et ça marche sur n'importe quel marchand, donc aussi bien en local qu'en Europe et qu'à l'autre bout du monde. Et ça marche très bien. Donc après, il y a plein de marchands qui offrent les retours gratuits. Là, je pense encore aux plus grands e-commerçants. En général, les plus petits e-commerçants ne le font pas ou ne peuvent pas le faire. Là, ça permet de les aider à être aussi plus compétitifs sur ce marché international. D'accord, donc les retours, d'accord. Donc ce que je retiens, c'est que c'est un facteur important à ne pas sous-estimer au moment où on veut s'exporter. Et voilà, ce sera soit un frein à l'achat pour votre consommateur si c'est mal prévu, soit au contraire un facilitateur. D'accord. Je vais juste rajouter que c'est un service qui existe en France, en Italie, en Espagne, en Suède et qu'on va lancer dans d'autres pays d'ici peu. D'accord. Oui, dans votre passé de marchand cross-border, où est-ce que vous avez rencontré vos plus grandes difficultés? À quel moment ça ne s'est pas passé comme vous l'attendiez? Est-ce qu'il y a des cas que vous voudriez partager avec l'assistance, ce qui fait que d'autres pourraient les éviter, ce que tu disais Olivier, tirer parti des erreurs des autres quelque part, donc maintenant à votre tour de communiquer sur vos erreurs. Non, le plus gros pépin entre guillemets qu'on ait eu, c'est avec la Russie, où on avait ouvert cette zone parce qu'il y avait un transporteur qui était capable de livrer. Et en fait, on s'est aperçu qu'il était capable de livrer Moscou et Saint-Pétersbourg et que partout ailleurs, il ne savait pas faire, quoi, et que c'est très compliqué. Donc on a ensuite essayé de sélectionner Moscou, Saint-Pétersbourg, et puis on s'est aperçu que c'était pas jouable. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution. Alors en plus, ça s'est considérablement tendu et compliqué avec la Russie. Donc c'est aujourd'hui une destination qu'on ne sait pas livrer. On verra ça plus tard. Après, on est dans des problématiques anecdotiques. Là, j'ai appris qu'il y a 2 ou 3 jours, on a un colis qui partait en Autriche et pour une raison X ou Y, ça a été lu Australie et donc le client cherche son colis à Melbourne. Donc voilà, après c'est des incidents comme on peut en avoir en France quand un colis qui doit partir à Montpellier finit à Arras, quoi. Voilà, mais autrement, il y a rien de notable. On apprend en marchant. De temps en temps, il y a des consommateurs étrangers qui nous montrent qu'on est à côté de la plaque sur tel ou tel sujet, mais il n'y a pas eu de catastrophe globale. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Moi, je dirais que c'est plus en interne le souci. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement d'orientation stratégique avec l'arrivée d'un nouveau président. Le premier était très très moteur sur le développement international. Donc même avec 0 €, on a réussi à ouvrir l'Italie. Notre président est parti, il a été remplacé par un autre qui lui était un frein total. Et donc au bout de 3 jours, le site en ligne, il l'a fait arrêter. Dans le même esprit, on voulait lancer les dom-toms.
Et les dom-toms, c'est typiquement la destination qui effraie tout le monde. Pourtant, il y a un vrai potentiel. Et on se dit, les freins, c'est se dire, oui, mais ça va coûter 20 € de port. La question, c'est est-ce que le client est prêt à payer 20 € de port? S'il est prêt à payer, peu importe. Et il se trouve qu'il est prêt à payer parce que c'est des paniers un peu plus importants, ils vont se mettre à plusieurs. Bon, ah oui, mais comment on fait les retours des dom-toms? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, ça coûte cher. Sauf qu'il y a assez peu de retours parce que là-bas, les gens, ils sont quand même contents. S'ils ne sont pas correctement satisfaits, ils vont plutôt se le revendre entre eux. Donc, parfois, on se fait des blocages dans le cerveau avant même d'avoir testé. Donc, je suis plutôt partisan à un moment, il faut arrêter de tortiller, il faut y aller, quitte à réapprendre en marchant, quitte à mettre en place des solutions un petit peu dégradées, pourquoi pas sur le retour, créer son petit retour en injection directe dans l'autre sens, avec un commerçant en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, ça peut très bien s'envisager. C'est vrai que ça fait un petit site, mais en même temps, on vient tous de start-up et ça nous permet de renouer avec cet esprit de recréer quelque chose. Et voilà. Donc je dirais que c'est plus parfois des freins quasi culturels. Il faut que le développement soit insufflé bien sûr de tout là-haut, du précédent. Bon, c'est intéressant ça, donc il ne faut pas tortiller alors. Il faut y aller. D'accord. Oui, nous, on n'a pas eu de gamelle particulière. Il n'y a pas un colis qui est parti en Australie Non. Par contre, ça me faisait juste penser à des choses un petit peu basiques, mais ce que tu étais notamment en train de dire, c'est effectivement, plus tu t'internationalises, plus tu as des destinations différentes, plus l'erreur basique de se tromper d'une étiquette, de la poser sur le mauvais colis ou sur la mauvaise palette, et nous, ça nous est arrivé, et notamment sur les dom-toms, où une étiquette de la Guadeloupe est partie en Martinique et inversement proportionnelle. Et là, par contre, d'un point de vue client, évidemment, vous mettez en retard un petit paquet de clients, puis deux, ça vous coûte un bras, effectivement, à rattraper une chose aussi basique. Donc, après, ça veut dire que aussi dans vos systèmes de verrouillage logistique, vous commencez à avoir du scanning, des choses comme ça, voilà, donc ça, faut vraiment le prendre en considération. Non, et juste pour terminer c'était pas tant des gamelles, mais on a des pays qui, on se dit géographiquement et culturellement, sont très proches, et qui par contre sont un peu compliqués. Je pense notamment à nos amis suisses, où avec toutes les problématiques qu'on peut avoir liées au dédouanement, etc., je dirais la phase de pénétration dans le pays et l'énergie à mettre derrière à mettre en place le flux est un petit peu plus compliqué que dans d'autres pays, quoi. Hein. Ouais, sur la Suisse, c'est un pays qu'historiquement, nous, on livrait déjà comme la Belgique, parce qu'on considérait que ce n'était pas réellement de l'international, alors que la Suisse, il y a quand même une barrière douanière, mais culturellement, c'était les mêmes internautes, les mêmes... voilà, donc, et on n'avait jamais eu de problème particulier. On savait depuis le départ les facturer en hors taxe, etc. Donc nos systèmes étaient prêts là-dessus avant même qu'on décide de l'internationalisation. Et quand on est passé à l'internationalisation, pour optimiser, on a changé de transporteur sur la Suisse. On est passé de Colipost qu'on utilisait à un autre transporteur qui allait plus vite. Et en fait, on a eu des retours de consommateurs très très mécontents parce qu'ils se mettaient à payer des taxes qu'ils ne payaient pas avant. Donc on a dû revenir un petit peu en arrière parce que jusque-là, leur colis passait... voilà, et manifestement, ça continue à passer comme ça. Voilà. Alors moi j'aimerais peut-être évoquer deux choses, une expérience un peu plus personnelle mais dont je parlerai après et peut-être sur l'aspect frais de douane, je pense que ça peut être un frein effectivement, enfin, notamment sur les retours. Moi ça me frappe que ce soit quand on importe quelque chose du grand export des États-Unis par exemple, on va payer en fonction des seuils des frais de douane. Si le colis ne plaît pas, on le retourne aux États-Unis. On ne se fait pas forcément rembourser facilement des frais de douane. Ça dépend du transporteur. Et puis, il peut même arriver parfois que le marchand, le e-commerçant américain, repaye des frais de douane de réimportation. Enfin, et moi, je trouve ça très étonnant. Et ça ne fonctionne pas très bien encore maintenant, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Tu voulais réagir ? Peut-être par manque de connaissances sur le fonctionnement des règles douanières qui sont complexes et donc
oui, il y a besoin peut-être de plus communiquer sur quelles sont les bonnes règles à suivre, notamment sur les douanes. Ouais. Et bon, après, c'est une expérience plus personnelle, je dirais assez basique. Moi, je m'occupais du développement de PayPal sur la Scandinavie et je faisais ça à distance de Paris, donc j'y allais toutes les semaines. Il y a un moment, il faut aussi connaître vraiment quelles sont les ambitions par rapport au développement d'un pays, parce qu'il y a un moment, il faut vraiment y être pour le connaître de manière, je dirais, intime, quoi. Donc il est temps de savoir voilà, à quel moment il faut que je mette des gens plus locaux qui connaissent le marché de manière intimement, parce que j'ai des ambitions de développement vraiment plus en local et plus grandes sur quel marché en fait. Voilà. Un petit mot, ce que nous on a intégré sur ce thème, c'est qu'aujourd'hui, alors il n'y a plus un recrutement dans l'entreprise qui se fait s'il n'y a pas une langue qu'on n'a pas, donc on essaie d'augmenter le nombre de gens qui pratiquent une autre langue que le français, que l'anglais, etc. Donc c'est toujours réclamé pour n'importe quel poste, puisqu'on a beaucoup de mobilité dans l'entreprise, et on essaie au maximum aujourd'hui d'intégrer des locaux, c'est-à-dire de recruter des gens qui viennent de pays étrangers, qui viennent chez Pêcheurs et qu'on renvoie régulièrement chez eux pour garder la température et les habitudes, et qui ne sont pas uniquement des Français qui parlent la langue ou des gens d'un autre pays qui vivent en France depuis X temps. Voilà. Mais vraiment de garder la vraie nationalité et les habitudes de consommation et de comportement. D'accord, ça veut dire que si d'un point de vue logistique, l'international peut être géré de manière assez marginale, finalement ça change l'ADN de vos entreprises, parce que justement on a des langues qui apparaissent, des cultures qui se mixent. D'accord, intéressant. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se faire avec un site en anglais, déjà pour commencer et tester les marchés. D'accord. Et justement, ces marchés, alors c'est quoi les marchés étrangers sur lesquels vous êtes les plus présents, ceux qui marchent le mieux, et quelles sont les différences que vous percevez de vos consommateurs dans les différents pays sur lesquels vous êtes les plus implantés? Alors ceux sur lesquels on est le plus implanté, c'est ceux sur lesquels bien évidemment on a travaillé les langues. Donc on a commencé tout naturellement par l'anglais parce que ça nous permettait hormis le UK, d'être compris et de pouvoir commencer à faire des livraisons dans les pays scandinaves, en Australie, et puis en Allemagne, etc., les Pays-Bas. Et puis petit à petit, on a rajouté des langues. Et le UK est un pays qui a mis du temps à démarrer, qui aujourd'hui est en train de devenir notre premier pays, mais qui a mis beaucoup de temps à démarrer par rapport à des pays qu'on a ouverts un petit peu plus tard, comme l'Espagne et l'Italie, où on est rentré très très vite, parce que les coûts d'acquisition sont beaucoup plus bas, et que en activant des campagnes et du Google Shopping, déjà rien qu'avec ça donne un élan considérable, avec des coûts qui restent très très acceptables, puisque pour nous ils sont moins coûteux qu'en France à la base au CPC. Alors que le UK, c'est un marché mature, et pour rentrer dessus, les coûts peuvent vite être inflationnistes, quoi. Et pour les livraisons, est-ce que tu sens des différences majeures entre ces trois pays, par exemple? Oui, alors nous, on n'a pas énormément de problèmes de rapidité de livraison, puisqu'on amène une offre et un catalogue que les locaux n'ont pas. Puisqu'on a une offre qui est sans équivalent dans le monde, hein. Il n'y a personne qui, sur notre métier, a une offre aussi large et aussi profonde. Donc on amène une offre avec l'accès à des marques et à des produits que les consommateurs ne trouvent pas, donc ils sont prêts à attendre un petit peu plus longtemps que quand c'est des produits qu'ils trouvent sur le site d'à côté ou dans le magasin d'à côté. Donc bien évidemment, ça ne durera qu'un temps, mais pour l'instant c'est le cas. Par contre, on s'aperçoit qu'on ne sait pas aujourd'hui livrer avec une option de contre-remboursement en Italie, et que c'est un vrai frein. On travaille avec Bartolini, donc le transporteur qui sait faire l'Italie, mais on ne travaille pas directement avec lui parce qu'on n'est encore pas à des volumes qui nous permettent d'injecter directement. On est en train d'étudier de la mutualisation avec d'autres marchands rhône-alpins qui se sont regroupés aussi pour pouvoir injecter directement. Mais voilà, le frein principal, c'est effectivement que
comme on n'est pas directement dans le pays, il y a des habitudes et des choses sur lesquelles on achoppe un petit peu. Oui. Oui, les différences entre les clients d'un pays ou l'autre, c'est vrai qu'elles sont très culturelles. Et puis, elles dépendent pas mal de la maturité du pays sur Internet. On a parlé de l'Angleterre. L'Allemagne, vous savez que c'est un pays qui retourne énormément. Il y a même une loi, alors je ne sais toujours pas si elle est toujours en cours ou pas, mais au-dessus de 40 €, vous êtes obligé de rembourser le retour. Peut-être que la loi n'existe plus au niveau européen, mais en tout cas, dans les faits, dans les us et coutumes, il faut rembourser les Allemands s'ils font plus de 40 € de retour, enfin les frais de port. Ensuite, sur l'Italie et l'Espagne, je pense que les gens sont un peu plus patients. Ils ont peut-être l'habitude d'un système de livraison qui prend plutôt 2-3 jours que du same day dans le meilleur des cas. Il y a des moyens de paiement aussi, hein, c'est plus la logistique, mais il ne faut pas se tromper. Si vous allez en Suède, il y a beaucoup de paiements à travers Klarna, qui est un paiement sur facture. Sur le Danemark, c'est Dankort, c'est ça. Il y a aussi des habitudes de paiement qui sont très... Donc le contre-remboursement, iDeal en Hollande. Donc ça, il ne faut pas se planter là-dessus. Sur la Suède, par exemple, 90% des livraisons, c'est en point relais. Il faut le savoir, c'est une habitude culturelle. Bon, voilà, donc c'est plein de petites choses que ton système, là, quand vous le mettrez en place, va nous apporter pour gagner du temps et pas se tromper dans les décisions. Je pense que vous avez fait le tour de toutes les de toutes les spécificités pays. Donc je vais pas en rajouter plus et je pense que. D'accord. Bon, De toute façon, là, il est déjà 10h30 passé. Peut-être s'il y a des questions dans la salle, peut-être pour justement si vous souhaitez bénéficier de l'expertise de nos marchands. Ça marche. Merci. Bonjour. Bonjour. Et au-delà de l'Europe, vous ne l'avez pas abordé? Au-delà de l'Europe, nous, on livre, j'allais dire par accident, parce qu'on a ouvert les zones, on s'est livré. On a des transporteurs qui nous livrent l'Italie, l'Espagne, etc., qui nous proposent aussi des zones plus loin. Donc on livre assez régulièrement l'Australie, par exemple. C'est un marché qu'on ne connaît pas, mais on s'est aperçu qu'en Australie, il y avait une loi qui disait qu'en dessous de 1 000 $ par mois, les consommateurs sont exonérés de taxes à l'import. Donc on a des gens qui nous commandent régulièrement du matériel et on est en train de s'apercevoir que c'est probablement des professionnels qui font des grosses commandes pour revendre en Australie, donc soit dans des magasins avec des accès à des produits qu'ils ne trouvent pas ailleurs. On a commencé à faire quelques livraisons aux USA. Là, on a dû commencer à s'interroger sur l'homologation des produits, parce que dès lors qu'on sort de l'UE, on peut avoir des problèmes d'homologation des produits. Donc c'est une nouvelle couche de problématiques qui vient se remettre dessus. Et puis on livre un petit peu au Maghreb. Alors on a eu quelques petits problèmes douaniers avec le Maroc, où c'est pas toujours facile de rentrer la marchandise. On s'est aperçu aussi qu'il fallait qu'on travaille mieux nos formulaires pour indiquer la provenance des pays, etc., la provenance des produits pour éviter que ça bloque. Mais globalement, c'est un peu plus compliqué et en même temps, c'est moins compliqué parce que le consommateur qui fait son choix de commander depuis très loin, et puis on est sur des volumes tellement bas que statistiquement, il y a assez peu de problèmes. Voilà, mais on a une espèce de longue traîne de pays qu'on ne travaille pas réellement, mais qui en fait viennent rajouter du chiffre d'affaires. On ne les a pas ouverts en marketing, donc c'est des commandes qui arrivent parce que les gens ont cherché de manière un peu plus pointue. Ils ont fini par nous trouver et comme on est capable de les livrer, ça fait du chiffre. Sur les chiffres qu'on voit pour les achats provenant de l'étranger pour les e-commerçants français, la deuxième population, c'est quand même les États-Unis. Et en revanche, en termes de taux de croissance, il y a plus de 50% de taux de croissance, et parfois vraiment à 3 chiffres sur, encore une fois, des pays du Moyen-Orient, du Brésil. Bon, écoutez, merci à vous d'avoir accepté de témoigner sur cette plénière sur la logistique cross-border. Et voilà, merci à vous d'avoir assisté à cette plénière. Voilà. Bonne journée.